voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je vais mettre devant la caméra, ce serait beaucoup mieux comme ça. Hey. Bonjour. Bonjour à toi aussi. On est avec David de chez Booking Game au salon du livre. Du livre de Colmar, festival, on en parlera plus tard. En tout cas, bonjour David, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu pourquoi tu es ici et pour qui tu vas travailler du coup aujourd'hui? Je suis David de Booking Game, je suis chef de projet et auteur sur diverses gammes au sein de Booking Game. Donc Booking Game, c'est une maison d'édition qui regroupe Studio Delcroze, Batro Games et Erased. On fait des localisations, des traductions de jeux anglais mais pas que, et des créations françaises également de jeux. Et ce week-end, je suis présent avec l'Alien, donc la boutique jeux de Colmar, pour présenter le jeu de rôle et entre autres nos grammes. Mais pas que, parce que je suis chauvin mais pas à ce point-là, je parle quand même des autres aussi, il n'y a pas de problème, il y avait la place pour tout le monde et voilà, expliquer aux gens ce que c'est le jeu de rôle et comment se lancer, surtout là-dedans. C'est vrai parce que du coup, tu as tout un petit programme, tiens, sur le côté, je le prendrai en photo après, mais vous avez présenté du bitume, du chronique oublié, de l'alien, du CATS, etc. Quoi. Pour le coup, il y en a pour un petit peu tous les goûts et des parties très courtes, c'est ça que vous avez prévu pour aujourd'hui? C'est ça, alors là du coup pour les parties c'est l'association Nickel, donc qui est basée à Keisberg, qui s'en occupe. Qui propose des parties de divers univers, souvent très courtes, 3 quarts d'heure, qui peuvent aller jusqu'à 1h30 selon la disponibilité des gens. On est en convention, on est sur un salon du livre, les gens ne viennent pas pour se poser pour une partie de 4 heures, on n'est pas sur une convention de release, on est sur des gens qui viennent découvrir, donc il faut quelque chose un peu punchy, un peu dynamique, et sur des univers surtout qui soient accessibles sans avoir lu des bouquins particuliers ou avoir des connaissances particulières. Il faut que ce soit des choses qui parlent aux gens. Du coup, tu es venu avec la casquette auteur, éditeur, mais aussi du coup associatif pour faire découvrir le jeu de rôle, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis président de l'association Nickel aussi. Du coup, là, c'est un peu multi-casquette, essayer de tout goupiller ensemble. L'idée étant de pouvoir proposer quelque chose de vraiment complet. Là, on a en cours 3 parties là, sur du chronique oublié et sur du gobelin qui s'en dédie. Donc, c'est plutôt cool. Les gens sont réceptifs, ils sont curieux de découvrir des nouvelles méthodes de jeu, des nouvelles méthodes, des nouveaux univers, et ça c'est vraiment sympa. On parlera de l'association parce qu'on va parler après du festival de Kaisersberg, mais avant ça, est-ce que tu as des gammes peut-être chez Booking Game que tu pourrais nous présenter, où il y a des actus, où des sorties qui arrivent, des choses comme ça? Oui, bien sûr, je vais pouvoir parler de plusieurs choses, déjà de Dragons Conquer America, qui est du coup le jeu de rôle qui se passe en Amérique précolombienne au moment de l'arrivée des Espagnols, avec des dragons et de la magie en plus, dont le Let's Pledge va démarrer demain. Oui. Ça y est, les fichiers sont prêts à l'impression, le livre de base il est fini, avec les 2 scénarios qu'on a rajoutés. Il y en a un de Éric Debourg et un que j'ai écrit. D'accord. Original français en fait, vous avez eu la latitude de faire un truc là-dessus. Tout à fait. Parce que c'est de la localisation. Parce que c'est de la localisation. C'est de la traduction d'un jeu espagnol qui était sorti directement en anglais. Et nous, on a rajouté des scénarios dans les livres de base, parce qu'on aime bien rajouter des scénarios dans les livres de base, on aime bien qu'il y ait des scénarios un peu partout. Et dans l'écran, dont on a changé l'illustration, parce qu'on voulait quelque chose qui corresponde plus au public français et à ce qu'il souhaite voir sur un écran, on a rajouté un livret avec 3 scénarios. Autant les 2 scénarios du livre de base mettent en scène de la coopération ancien monde et nouveau monde, donc entre des Espagnols et des natifs, comme il y a eu historiquement à une période. Autant les scénarios de l'écran mettent en scène les natifs avant l'arrivée des Espagnols. Donc il y en a un porté chez les Aztèques, un chez les Mayas et un chez les Incas. Éric Dubourg a écrit celui chez les Aztèques et celui chez les Mayas, moi j'ai écrit celui chez les Incas. L'idée étant de mettre en scène ces peuples dans leurs coutumes, dans leur vie un peu pré-hispanique avant l'arrivée des Espagnols, et pouvoir découvrir et mener des aventures un peu différentes, justement. Okay. Voilà, donc tout ça c'est prêt à être imprimé. Donc petit Let's Pledge là du 28 novembre jusqu'au 19 décembre. Tarif préférentiel par rapport à la boutique, comme toujours, entre 5 et 10 € de moins selon les packs. C'est l'occasion d'eux. Et de les avoir avant l'arrivée en boutique. Ouais. Et voilà. Ok. Petit contrôle surprise. J'ai juste vérifié si ça enregistre bien. Je vais te laisser le micro et tu vas nous dire, du coup, c'est dans quel ordre, Aztèque, Maya, Inca, géographiquement, du nord au sud, que tout le monde sache enfin pour une fois. Que tout le monde sache de quoi on parle. Alors, les Aztèques, c'est un empire qui existe aux alentours du Mexique actuel, autour de Mexico. Donc les Aztèques, on les date globalement des années 1300 jusqu'à l'arrivée des Espagnols.
Les Mayas, on est plus sur la péninsule du Yucatan, donc un petit peu plus au sud, sur une zone plus tropicale. Là où les Aztèques étaient sur une zone très montagneuse, leurs villes sont à plus de 2000 mètres d'altitude pour beaucoup. Les Mayas, c'est une civilisation beaucoup plus ancienne. L'âge d'or maya se situe plutôt entre 800 et 1000, mais il en reste à cette époque-là. Il y en a toujours des Mayas, sauf que c'est vraiment un peuple en déclin. On est sur un territoire où il y a beaucoup plus de ruines de villes que de villes effectivement habitées. On est sur un peuple qui s'éteint déjà. Et enfin, plus au sud, donc sur la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, il y a les Incas qui ont une dynamique en termes d'époque à peu près similaire aux Aztèques. L'âge d'or de l'Empire Inca, c'est pareil, c'est 1300, 1500, ces eaux-là. Mais avec une organisation très différente, dans le sens où les Aztèques, ça va être un empire d'un certain nombre de peuples, et chacun des peuples va conserver leur identité exactement. Ils vont être tributaires en fait de l'empire aztèque, ils vont garder leur identité, alors que les Incas, eux, leur truc, ça va être justement de diviser ensuite les peuples, de les envoyer, de les déplacer les populations et d'imposer leur culture à eux. Okay. Et en fait, ils ingèrent réellement les peuples et ils vont remplacer la culture présente, ce qui va leur amener à avoir beaucoup moins de révolutions et de rébellions qu'a connu l'Empire aztèque avec ses peuples tributaires. Parce que les gens vont être divisés et en fait, leur premier truc à eux, les Incas, ça va être de raser les infrastructures et donc de les construire à la mode Inca. Qui sont technologiquement extrêmement avancés. On a des réseaux d'eau, on a des réseaux pour l'agriculture, de stockage de grains, des choses d'irrigation qui existent, qui sont juste formidables. Ils arrivent à avoir des rendements agricoles qui sont phénoménaux. Et voilà. Et en fait, le niveau du fonctionnement, on est sur des fonctionnements complètement différents. Et c'est des choses qu'on va essayer justement de mettre en scène, qu'on a essayé de mettre en scène dans les scénarios de l'écran, pour vraiment faire sentir ces ambiances très, très particulières. Voilà. Vous voyez les amis, avec le jeu de rôle, on apprend plein de choses en plus, pour la culture générale, ça c'est génial. Surtout dans les jeux de rôle, l'ambiance historique qui prennent place dans notre monde à une période. Même s'il y a une part du chrony avec de la magie ou des choses comme ça. C'est les dragons qui contiennent la mérite, de toute façon. Qu'est-ce qu'on joue du coup à Dragons Square et comment on joue? Parce que je sais qu'il y a un système de cartes et tout, donc on va en parler un petit peu rapidement. Comment on joue et qu'est-ce qu'on joue dans Dragon? Alors qu'est-ce qu'on joue? On va pouvoir jouer des natifs ou des espagnols. Alors j'utilise toujours le mot natif au sens large du terme, parce que amérindien est pas forcément très précis quand on parle des Mayas ou également des Incas. Donc on va pouvoir jouer aussi bien des aristocrates que des guerriers, que des sages, que des chamans. On joue des personnages qui sont plutôt dans le haut du panier, en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas de jouer un personnage esclave, mais à ce moment-là, il faut que ce soit introduit par rapport à d'autres membres du groupe pour que ce soit cohérent. On va pouvoir jouer des Espagnols qui sont venus explorer cette partie du monde. On va pouvoir jouer des groupes mixtes qui allient l'ancien et le nouveau monde, ou on va pouvoir jouer que des Espagnols ou que des natifs, c'est aussi possible. Ça c'est au choix vraiment de la table et de l'ambiance qu'on veut faire. Et comment on joue? Effectivement, on joue avec un système de cartes. Donc les joueurs vont avoir pour la scène un certain nombre de cartes en main, en général c'est 7, et vont pouvoir en jouer pour ajouter la valeur de la carte à leurs compétences. Voilà, et le but c'est de faire plus que l'autre ou plus que la difficulté. Ça c'est un tout de très classique. Après il y a des mécanismes de pioche de cartes qui permet de renouveler sa main. En fait le nombre de cartes en main va un peu symboliser l'énergie de son personnage. Quand tu n'as plus de cartes en main, en fait c'est que tu es à sec, c'est que tu es fatigué, tu t'en peux plus et voilà. Donc après il y a des mécanismes de pioche, donc on est sur quelque chose d'un peu plus stratégique qu'avec un jet de dés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aléatoire. Il faut que tu gères tes ressources en fait, il faut que tu gères du coup ta main. Il faut que tu gères ta main parce que les petites cartes vont pas forcément te donner des actions très brillantes, mais vont te permettre de piocher. Les grosses cartes, elles au contraire, justement, vont te permettre de pouvoir réussir brillamment les actions, mais ça va t'épuiser plus vite. Du coup, tu vas faire des choix. Tu vas devoir choisir, tu vas devoir un petit peu prévoir tes actions. Et ce qui est intéressant, moi je trouve particulièrement, c'est que tu vas pouvoir, à un moment où dans la narration, tu vas mettre le paquet, que ce soit en combat, que ce soit
en persuasion ou que ce soit dans des actions vraiment que tu veux épiques, que tu veux grandiose, bah là tu le prévois si tu as les cartes déjà, mais comme tu as les cartes, tu vas vraiment pouvoir y aller à fond et c'est tu vas vraiment pouvoir influencer sur la narration comme ça. T'as pas entre guillemets le risque de ok, je pars là-dedans, ça va être bien un truc et tout, puis tu entends l'idée, tu fais un 1. Alors certains diront que c'est source de narration, certes, mais là du coup c'est la chose se passe différemment et moi je trouve ça vraiment très intéressant ce contrôle de ce que tu fais et des sacrifices que tu vas devoir faire ailleurs. Ouais, on a tous connu une scène qu'on raconte de façon épique et quand on lance les dés on l'a foiré à la fin quoi. Mais c'est vrai du coup il faut gérer cette main de cartes. On est différent d'un lame du cardinal où tu pioches tu jettes ou d'un château Falkenstein où en fait tu défausses tes cartes mais tu repioches tout de suite. Là il faut vraiment que tu gères parce que tu repioches pas forcément. C'est ça en fait. C'est ça, tu repioches pas forcément. Donc il faut gérer par rapport à tes compétences, faut gérer par rapport à... Au niveau des combats, on se retrouve quand même un peu dans l'ambiance lame du cardinal, dans le sens où tu vas poser des cartes, avoir divers effets, tu vas avoir des réactions en face, et tu vas aussi avoir une synergie de groupe un peu différente, parce que dans les lames tu peux te passer des cartes. Là tu peux pas le faire. Par contre, le fait que tu puisses choisir comment tu vas attaquer, comment tu vas défendre et la valeur des cartes que tu vas dépenser, en fait tu vas avoir une synergie de groupe, des combats de groupe qui vont s'instaurer avec des gens qui vont se mettre devant puis à quel moment vont reculer le temps de récupérer un petit peu, enfin voilà, qui va se créer, que tu peux créer moins facilement avec des dés, enfin tu peux créer avec des dés, mais qui du coup c'est à l'appréciation du MJ de te donner les bonus pour que ça passe d'un point de vue système. Là tu vas soumettre le système à ce que tu as envie de faire. Et la narration du coup prend quand même une certaine forme de domination sur le système. Et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok, super. Dernière question sur Dragon. Et du coup le type de mission, scénario, qu'est-ce qu'on va faire du coup dans cette ambiance? Ça peut un peu partir dans tous les sens. Donc comment le livre arrive à cadrer? Qu'est-ce qu'il propose comme type de scénario en fait? Alors le livre, dans la VO, il y a une partie, un chapitre qui était déjà intégré, qui est extrêmement bien à la fin du livre, qui reprend les grands types de scénarios qu'on peut faire, que ce soit de l'exploration, que ce soit sur le choc culturel, que ce soit sur de la diplomatie, que ce soit sur de la guerre, sur de la défense de frontières, sur de la frontière surnaturelle. Et en fait, pour chacun de ces grands types de scénarios, il va vous donner les clés, des clés d'intrigue, des clés de moments, de scènes importantes, de choses à mettre en place, que vous pouvez mettre en place pour justement rendre ces scénarios intéressants. Donc si on joue sur des groupes mixtes ou à la période espagnole, eh ben, évidemment on va jouer sur ce choc culturel, on va jouer sur la diplomatie, on va jouer sur les intrigues politiques, on va jouer sur l'exploration. Pour les Espagnols c'est un monde nouveau dont tout est à découvrir et dont ils ne connaissent rien. On va jouer sur le surnaturel aussi, parce que la magie, les dragons sont omniprésents. Il faut imaginer que pour les chrétiens, le mythe chrétien existe en vrai. Donc les prêtres guérissent en imposition les mains, ce genre de choses. Et les mythes amérindiens existent en vrai aussi. Donc les esprits, les dragons, et toutes ces choses-là. Donc on va pouvoir mettre beaucoup de scènes comme ceci et de jouer sur l'incompréhension entre les cultures. C'est ça qui va être intéressant autour de la table. On a des joueurs, des personnages qui vont devoir travailler ensemble parce qu'à un moment ils en ont besoin, mais c'est pas pour autant qu'ils ont la même vision des choses. Et c'est là où c'est super intéressant autour de la table, parce qu'on va partir sur des discussions, sur des débats, sur des manières de faire entre les joueurs qui sont toujours dans du coopératif. Ça reste du jeu de rôle où tu vas tous dans le même sens, mais où chacun aborde la chose à sa manière. Okay. Et ça, ça donne du coup une richesse à la table qui est vraiment intéressante. Okay. Bah, on va suivre, merci beaucoup. C'est un jeu que je suivais beaucoup, c'est pour ça. Tu as plein de questions sur celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est super. Est-ce que tu as un deuxième jeu peut-être à nous présenter quelque chose? J'ai un deuxième jeu à présenter, un jeu qu'on espère pouvoir faire en 2023, donc, qui s'appelle Opus Anima. Donc Opus Anima, ça c'est un jeu allemand qu'on va localiser en France. C'est marqué là, ein Rollenspiel. C'est ça. Donc dans lequel, pareil, on va rajouter comme à notre habitude des scénarios dans le livre de base. On va prévu une mini-campagne en livret avec l'écran. Donc ce sera en pack dans l'écran. On est sur du Burton Punk, comme on aime l'appeler. Ah oui, c'est original. Donc on va être sur une espèce d'horreur un peu grotesque dans un environnement victorien, steampunk, ambiance empire germanique des années 1850, ce genre de choses. Dans un univers original, on n'est pas dans notre monde. Un univers fragmenté et vous allez incarner des sans-âmes. Donc c'est des personnes du commun qui ont perdu leur âme, pris dans un combat en fait intemporel entre êtres supérieurs qui, pour acquérir du pouvoir, certains volent des âmes des humains. Donc toi tu as
perdu ton âme, tu vas te retrouver, t'es victime de ce combat, mais tu vas t'en retrouver soldat. Parce que les mecs du camp d'en face, en fait, ils t'ont donné un petit peu d'énergie pour pas que tu meurs. Donc tu es dépendant de cette énergie. Tu vas essayer de retrouver des fragments de ton âme. Tu vas essayer de t'en ressortir là-dedans. Donc dans un univers, comme je disais, empire, donc avec le côté conserver les apparences, conserver le rang social que tu avais avant. Donc ça te donne un côté mascarade quelque part. Hein. Oui. C'est un jeu d'exploration, un jeu d'intrigue, beaucoup, de combat, forcément. Occulte aussi. Beaucoup d'occulte. La mascarade parfois peut prendre le pas sur le combat intratemporel, c'est-à-dire que tu as les mecs d'en face, les méchants entre guillemets. Mais tu as aussi du coup des humains normaux qui vont commencer à se douter de quelque chose, dont des militaires qui vont commencer à enquêter, des scientifiques qui vont commencer à étudier, ils ont commencé à trouver des premiers outils de mesure qui vont permettre de mesurer en fait la distorsion d'énergie que tu crées, toi à ne pas avoir ton âme, en fait tu as une énergie particulière qui distord la réalité autour de toi et qui va créer cette ambiance d'horreur grotesque en fait qui est parfois visible, parfois invisible. Et tu es dans un tripartite qui va être assez intéressant parce que parfois tu vas devoir t'allier avec l'un ou avec l'autre pour pouvoir aller contre le troisième camp. Tu vas jouer sur de l'intrigue politique, sur ce genre de choses. Comment vous l'avez découvert ce jeu ? Parce que c'est assez original et puis il n'est pas dans le circuit général, on va dire. Non, il n'est pas dans le circuit général, même en Allemagne, là, il est absolument introuvable à l'heure actuelle. En fait, c'est François Seleng, donc directeur éditorial sur Décreux, qui connaît Félix, l'auteur, et du coup, ça s'est fait par ce biais. Okay. Ça va passer par un financement. Comment vous comptez du coup produire ce jeu ? On compte passer par une précommande en fait, plus qu'un financement. Là, à l'heure actuelle, le jeu est traduit, corrigé, il est maquetté. On est sur la relecture maquette. C'est bien avancé. Ouais. La mini-campagne, elle est écrite par Pierre Coppet, donc, qui a écrit sur Ignominie Satanis, qui a écrit sur les Chroniques de Féal, qui est un habitué de la maison, qui nous a écrit cette campagne. Donc là, il est en train de la terminer, je suis en attente de ses textes, pour après la playtester, les affiner, regarder pour les illustrations. Okay. Donc l'idée, en fait, c'est de faire une précommande, c'est-à-dire que les fichiers seront finis, prêts à l'impression. Au moment du financement, et comme ça les PDF vous les avez tout de suite à la fin et après ça va vite. Voilà, exactement. C'est une chance de pouvoir travailler sur le jeu avant et de le proposer comme ça, déjà traduit, maquetté, presque prêt quoi. C'est ça. C'est une chance, c'est un confort aussi. Il y a un stress en moins aussi quoi. Exactement, il y a un stress en moins. Parce que si tu as besoin de prendre 2 mois de plus pour travailler sur un point de règle ou quelque chose, tu prends des mois. Bon, il y a un moment, il faut que tu arrives au bout quand même. Parce que tu as engagé les frais, il faut quand même que tu arrives à sortir le jeu. Et voilà, mais ouais, c'est vrai que ça donne un confort sur la création qui est quand même plutôt appréciable. D'accord. Tu n'hésiteras pas à nous contacter si jamais tu veux qu'on en rediscute au moment où le projet se lance, etc. On en reparlera, c'est pas un souci. Avec plaisir, ouais. Tu as d'autres peut-être actus à nous donner sur la boîte en général ou sur la tienne ou c'est le moment d'en parler si tu veux. Il y a pas mal de choses. Sur la mienne, justement, parmi les projets, parce que moi mon travail sur Dragon Conquer Macabre du coup est fini. On attend de terminer la campagne française qu'on a prévue, mais pour l'instant il est fini. Donc avant de travailler sur Opus Anima, en fait je suis en charge de la relecture éditoriale sur Cthulhu no Kami. Ah oui. Tiens, donne-nous des nouvelles. Le fameux Cthulhu no Kami. Voilà, c'est ça. Donc quand on disait que ça fait un stress en moins de pouvoir tout faire avant, par exemple, c'est l'exemple opposé. Quand c'est fait et que tu arrives sur le projet et qu'en fait il y a beaucoup de choses à reprendre. Là par contre ça te met un gros stress. Donc Cthulhu no Kami, le supplément Edo, donc là à l'heure actuelle il y a les 2 livres de base dont les PDF sont achevés. Il y a le livret de l'écran, il y a le premier supplément de contexte Yann. Donc le supplément Edo, lui, il est parti en maquette. Okay. Donc il en reste 3. Qui sont 2 ont fait leur première passe de relecture. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle la première passe de relecture, c'est en fait je lis les textes et souvent je demande des compléments aux auteurs. Là, ça manque de précision. Ici, il faudrait un lien pour faire rien avec ça. Là, sur la gamme, exactement. Là, sur la gamme, sur les autres suppléments, on a décidé de présenter ça, comme ça. Du coup, il faut rajouter tel paragraphe pour être cohérent. Voilà, donc c'est vraiment ce travail de cohérence qu'on fait, qui prend du temps. Il a déjà été fait aussi sur le recueil des scénarios.
Donc cette première passe est finie pour tout. Ok. Là, on est à la deuxième passe où j'essaye d'uniformiser en fait l'écriture de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a 4, 5, 6, 7, beaucoup d'auteurs sur chacun des suppléments qui sont parfois d'autant de styles différents. Et essayer d'avoir quand même une cohérence, d'avoir quand même quelque chose qui à la lecture n'entraîne pas de ralentissement de la part du lecteur parce qu'il va changer de style trop régulièrement. Donc on n'arrive jamais à avoir quelque chose de parfaitement uniforme. Et de toute façon, c'est pas le but non plus. Hein. Le but, c'est aussi que la patte des auteurs reste, mais qu'on ait un entre-deux, un équilibre. Et c'est vraiment cet équilibre-là sur lequel on cherche qui après, ça, selon les suppléments, prend plus ou moins de temps. Par exemple, sur Edo, ça m'avait pris énormément de temps parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs différents. Là, Meiji, le supplément sur lequel je travaille à l'heure actuelle, va plus vite parce qu'il a été principalement écrit par la même personne. Du coup, ça va plus rapidement. Voilà. Et donc, on espère, moi, j'espère terminer ces passes sur les textes courant du mois de décembre et mois de janvier. Et après, c'est le temps que la maquette se fasse et on va faire maquette, relecture, relecture des textes orthographiques, puis maquette, relecture sur maquette, c'est ça, et ensuite ça part chez les souscripteurs. Une fois que tous les PDF sont finis, prêts à l'impression, là on fera un lead pledge. Il y aura un lead pledge aussi, parce qu'on a énormément de demandes. Que ce soit des gens en direct auprès de nous, mais même auprès des boutiques. Souvent, les boutiques permettent aux personnes de dire « Ok, ce jeu-là m'intéresse, j'ai envie de le précommander ». Et en fait, il y a beaucoup de boutiques, que ce soit Philibert, que ce soit l'œuf cube, qui nous appellent et qui nous disent « en fait, j'ai 10, 12, 15 personnes qui attendent de Cthulhu no Kami, donc moi j'ai envie de pouvoir leur proposer de prendre chez moi et de chercher le pledge, ce qui nous permet de faire fonctionner tout l'écosystème ludique. C'est pour ça qu'on prévoit toujours des contreparties boutiques. Notre idée c'est vraiment de pouvoir faire fonctionner tout le monde, de faire tout le circuit. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui avec la Liane, avec la boutique. Donc on va faire un lead pledge pour permettre ça à tout le monde et qui va peut-être nous permettre de pouvoir du coup en imprimer un peu plus. Parce que ça n'aurait échappé à personne, il s'est écoulé maintenant 3 ans depuis le financement, donc 2 de plus que ce qui était prévu. Donc avec les prix qui ont augmenté aussi. Et avec les prix du papier qui ont augmenté, donc ce qui ne changera rien sur la viabilité du projet, ça il n'y a pas de souci, il sortira, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de qualité de papier, d'illustration, comme on l'a toujours fait, ça ne change absolument rien. Par contre, ce qui va changer, c'est le volume d'impression. Et ce qu'on aimerait, c'est quand même avoir un volume suffisant pour que le jeu puisse avoir vraiment une belle présence en boutique et pas dire là du coup des Cthulhu no Kami par exemple on va pouvoir en imprimer que 600 sachant qu'il y en a déjà 350, 400 qui sont partis à la précommande. Ça veut dire qu'en boutique il y en aura que 200 et il va falloir se battre. Même sur les salons ça peut être compliqué. Même sur les salons c'est compliqué voilà. Donc du coup notre objectif c'est d'augmenter en fait simplement ce nombre. Donc le lead pledge va pouvoir nous aider à ça. Mais pour le reste il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la sortie du livre et sur le niveau de qualité comme on a l'habitude de le faire. Tu me valides si je ne me trompe pas, mais c'est Cthulhu no Kami, c'est du Cthulhu au Japon sur plusieurs époques différentes, motorisé par Chroniques oubliées. C'est exactement ça. En fait le mythe de Cthulhu, donc les auteurs principaux, Raphaël et Alicia Amimi, ont repris vraiment le cœur du mythe Lovecraftien, donc pas tout ce qui a été créé après, vraiment le cœur des écrits Lovecraftiens, et on fait des liens avec le mythe, avec le folklore japonais. Du coup, il y a certains noms des grands anciens, des autres dieux, des entités, ce genre de choses, qui en fait sont des noms des entités japonaises. Il y a vraiment ce lien entre les deux, c'est pas Cthulhu au Japon, c'est le folklore japonais mystifié Lovecraftien. Et ce travail-là vraiment très intéressant et qui donne une ambiance particulière au jeu. Donc les 2 livres de base donnent un aperçu un petit peu de toute la période historique du Japon et après les cadres de jeu donnent des détails sur chacune des époques, dont les sociétés secrètes qui se sont montées, comment elles évoluent. Ça, il y a beaucoup plus de détails dans les cadres. Les personnages principaux de ces sociétés occultes et qui permet de mettre en scène parfois même peut-être des campagnes. Moi, en travaillant sur le projet, c'est vraiment, si je devais faire une campagne de Cthulhu no Kami, personnellement, c'est ce que je ferais. Je ferais des personnages à réincarnation, c'est-à-dire qui se réincarneraient à chaque acte d'époque en époque, et en fait, qui lutteraient contre une force obscure qui, elle, pareil, va évoluer dans le temps, et les armes vont évoluer dans le temps, et ainsi de suite. Donc, tu n'es pas sur des personnages immortels, mais tu es sur finalement une guerre au loup-courre, et je trouve que c'est quelque chose de super intéressant.
Et avec le système chronique oubliée qui fonctionne super bien et qui nous permet vraiment de mettre cette richesse de la société japonaise, de ces différentes classes, de ces différents castes, de ces différents métiers que tu peux avoir, qui va du paysan au samouraï, qui va du seigneur féodal au guerrier, ou après quand tu es sur du plus contemporain, de l'entrepreneur, du hacker, voilà. Le système chronique oublié avec les voix justement te permet cette richesse de profils, d'archétypes que tu pourrais le faire avec un autre système, mais tu aurais un bouquin comme ça juste avec des archétypes, quoi. Parce que finalement tu as tellement de possibilités que tu te retrouves avec un livre démesurément épais parce que tu as besoin. Et ça, le système chronique oublié vraiment te permet d'avoir une personnalisation du personnage qui est super. Okay, très bien. Je vais juste regarder à combien on en est de vidéos. Bougez pas les amis, 25 000, ouais, on va peut-être conclure, sinon ça va faire trop long pour YouTube, hein. Tu sais, YouTube, les gens, hein. C'est normal. Rapidement, peut-être le festival de Kaisersberg, on va en parler rapidement, le festival du jeu de rôle, par l'association Nickel, les dates, rappelez-nous les dates, le thème, etc. Pour cette année. Alors du coup, le prochain festival du jeu de rôle, c'est le 6 et 7 mai 2023. Il y a le 8 mai, c'est un lundi, c'est férié. C'est ça. C'est parfait. Exactement. Donc ça se passera à Kaisersberg, en Alsace. Le thème, c'est western. Donc on va essayer de mettre en scène au niveau de l'animation de rue du western un petit peu au sens large, avec des animations adéquates. On est encore sur la recherche de VIP. On sait déjà que Vincent Laïc sera là, donc l'illustrateur sur Tekuma Gulch. Et puis après il y aura les habituelles parties de jeux de rôle, jeux de plateau, les éditeurs qui seront présents. Il y en a pas mal qui ont déjà confirmé leur présence, que ce soit Booking Game, que ce soit JDR Édition, que ce soit des nouveaux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur le festival et qu'on va être ravis d'accueillir. C'est un festival qui a bonne réputation, hein, j'en parle souvent en dehors, etc. Et que ce soit les auteurs, les éditeurs, ils en parlent beaucoup de ce festival. Et ils en parlent entre eux, ils s'en font la pub entre eux, c'est assez rigolo à voir ça, quoi. Donc c'est bien, ça. Niveau VIP, ça devrait pouvoir aider. La chose après la difficulté, c'est de trouver des invités en lien avec le thème, parce que le western, c'est quand même quelque chose de très sous-représenté dans le jeu de rôle. C'est pas compliqué, il n'y en a pas 50 en France. Il y a principalement Deadlands et Tekuma Gulch. Avec ça, on a presque fait le tour. Ouais, il y a le chronique oublié aussi western qui a traîné dans un black book aussi. Qui a traîné dans un black book, effectivement. On espérait, pendant un moment, BBE avait pour le projet d'en faire entre guillemets un véritable jeu comme Chronique oublié Fantasy qui est sorti avec des livres en dur. Le projet a trop ralenti pour être dans le timing avec le festival. Chose qu'on avait eu la chance d'avoir avec Galactic sur le Futuriste. Ça, c'était quand même super sympa. Donc voilà. Mais après, oui, avec la qualité habituelle qu'on propose, le nombre de parties, la buvette, les émissions dans la rue, les exposants, on essaye vraiment d'avoir un accueil. Un accueil au top. Et oui, on a remarqué que le nom du festival avait fait son petit bonhomme de chemin. Parce que nous, pré-Covid, on avait, avec l'équipe organisation, on est allé dans beaucoup de conventions justement pour rencontrer les éditeurs pendant 2-3 ans, 2016, 2017, 2019. Pour rencontrer les éditeurs, leur parler du festival. Et en fait, au fur et à mesure, on n'avait même plus besoin de se présenter, les gens nous reconnaissaient, même physiquement, alors qu'on les avait jamais vus. Et là, effectivement, tu te rends compte que oui, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est cool, c'est super. En plus, l'année passée, on a eu c'est le Drôle d'Or qui avait été donné en live, enfin directement au festival. C'était une chance, je sais pas si vous aurez l'occasion de le refaire cette année, mais c'était vraiment, c'est super ça. En fait, ils le font toujours le 8 mai. Donc là, le 8 mai sera le lundi, donc ce ne sera pas sur le festival. On a posé la question, mais le grog font partie de ces gens qui aiment bien les traditions. D'accord. Et du coup, la tradition, c'est le 8 mai, donc ce sera le lendemain. D'accord. Okay. Mais voilà, c'était quelque chose de très sympa. Voilà. Merci beaucoup, David, en tout cas. C'est vraiment très gentil de ta part d'être prêté aux questions. Tu as des réseaux peut-être qu'on peut te suivre ? Ou vaut mieux suivre directement Booking Game sur Twitter, etc. Alors après, c'est beaucoup directement Booking Game. Je suis assez actif sur le Discord de Booking Game, j'essaye de l'être en tout cas, de répondre aux questions dans la mesure du possible. Après, on me retrouve assez facilement sur Facebook aussi. Voilà. C'est bon, c'est déjà très bien. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Je te passe une bonne fin de salon du livre. En tout cas, continue de bien vendre le jeu de rôle. On continue bien discuter le jeu de rôle, faire découvrir. Et puis merci à toi pour être passé. Et voilà, c'est gentil en tout cas. On se voit bientôt du coup. À bientôt. À bientôt. Et je coupe. À bientôt tout le monde.